J'appelle donc à mes côtés maintenant Geneviève Sédil, qui est donc psychologue clinicienne et psychanalyste, Michel Ledrogo, qui est éducateur spécialisé, s'il a pu nous rejoindre, et Jacqueline Jean, si elle a également pu nous rejoindre. Voilà. Malheureusement, parmi les intervenants qui étaient prévus sur cette table ronde, il manque l'assistante sociale et l'éducateur spécialisé. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que je vais demander à notre ami psychiatre de rester, parce que c'est quand même un problème auquel il participe souvent. Et puis peut-être à Madame Wartzki, si elle est là. Madame Wartzki. Voilà, si vous voulez venir. Parce que Madame Wartzki est DRH dans une grosse société et sa fonction n'est pas seulement de s'occuper des problèmes d'intimité des personnes, mais quand même, c'est ça aussi. Donc, si vous voulez bien participer également à cette table ronde, je crois que... Attention, tu vas tomber. Non. Ce serait dommage qu'on perde le docteur Pékels au cours d'un symposium sur le secret médical. Alors, les expertises médico-sociales, c'est au moins aussi important que les expertises médicales. On est d'ailleurs dans le médico-social. Et la personne humaine, Daniel Monestier-Carlu nous disait tout à l'heure, ça n'est pas que le corps, c'est aussi l'esprit, naturellement. Bon. Et l'esprit, c'est le comportement social, c'est le rôle social de l'individu, c'est ce que nous sommes tous, des acteurs sociaux. Et notre identité peut se trouver considérablement fragilisée par la mise à nu, à nouveau peut-être, de données qui nous concernent, qui concernent notre vie. Alors, une première question qui a été posée et qui va permettre peut-être de faire le lien avec le tableau précédent, avec l'atelier précédent. Ce qui me gêne beaucoup lors d'une expertise psychiatrique, et on pourrait dire aussi médico-sociale, je pense, ce sont les renseignements concernant les proches de la personne expertisée qui sont donnés devant des participants à l'expertise et parfois retrouvés dans le rapport, qu'il s'agisse de leur situation médicale ou qu'il s'agisse de leur comportement social, finalement. Madame, peut-être vous voulez répondre à cette question ? Merci. À cette question précisément, je ne pense pas être apte à y répondre, parce que j'ai une formation d'avocat à la base, oui. et non pas de médecin. Oui, ça ne vous rend pas inapte à répondre à ces questions-là. Je ne suis pas expert. Je crois qu'il y a une majorité d'experts. Ce n'est pas non plus un motif d'inaptitude. Voilà, donc je n'ai pas, dans mon quotidien professionnel jusqu'à présent, été confrontée à des expertises psychiatriques demandées par la société ou par un tiers. Ça pourrait être un actionnaire. Bien sûr. Concernant un salarié. On reviendra vers vous alors sur des questions de recrutement ou sur des questions de vie sociale dans l'entreprise. De vie sociale dans l'entreprise et de tissu. C'est cela. Absolument. Oui, Madame Sédil. Oui, vous parliez de renseignements concernant les proches et concernant, disons, des problèmes médicaux de proches. Je pense que c'est ça qui est posé. Et je pense qu'effectivement, si on a quelqu'un qui, je ne sais pas, que ce soit par exemple en expertise pénale, et si on peut penser que l'acte a été commis, disons qu'il y a eu au moins une altération de ses facultés, de son discernement, il peut être important de savoir s'il y a des antécédents médicaux dans la famille. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose que nous devons d'essayer de rechercher, parce que là, ça me paraît quelque chose d'important. Je pense que le docteur Bensoussan sera d'accord avec moi. Et ça n'est pas quelque chose d'intrusif. C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas aller trop loin, mais on ne va pas demander si le père ou la mère se droguait, des choses comme ça, mais savoir s'il y a eu déjà des gens qui ont eu des problèmes psychiatriques, je pense que ça peut être important. Oui, je partage bien sûr pleinement l'avis de Geneviève Sédil sur les antécédents strictement médicaux qui coulent de source dans une pathologie médicale à caractère familial. Mais Geneviève, dans nos spécialités, dans nos disciplines respectives, psychologie et psychiatrie, s'ajoute à ça le fait que nous ne savons pas donner un avis sur quelqu'un sans connaître son histoire. Je veux dire par là, vous recevez la victime d'un traumatisme, d'une agression, et vous êtes là pour évaluer le retentissement, en tant qu'expert, psychologue ou psychiatre, le retentissement psychologique de cette agression. Et vous avez parfois des réactions de méfiance absolument extraordinaires en disant « mais attendez, vous me demandez des choses sur mon enfance, je vois pas très bien le rapport, là j'ai 40 ans ».
Mais oui, mais bien sûr, mais si cette personne a des carences affectives précoces et graves, si ses parents se sont séparés quand elle avait 2 ans, si elle a vécu tel traumatisme dans l'enfance, il est évident que les répercussions de cette agression seront à analyser en tenant compte de cette vulnérabilité antérieure. Et donc, on a parfois une incompréhension en expertise psychiatrique. Et je vous assure qu'on envie les psychiatres de discipline parce qu'ils peuvent s'en voir 4 dans l'après-midi. Mais nous, on doit commencer par le début. Et ça prend un temps fou, c'est chronophage. Mais nous devons explorer, au moins survoler la biographie de nos interlocuteurs en expertise psychologique et psychiatrique. Oui, juste un mot, je vous passe tout de suite. Oui, parce qu'un nouveau traumatisme peut réactiver un traumatisme ancien qui n'aura pas été véritablement surmonté par un patient. Je vous en prie, madame. C'est très bien, vous réagissez comme vous le souhaitez. Hein. Merci, madame. On m'entend ? Oui, très bien. Alors, je suis quand même un peu choquée quand je trouve dans un rapport d'expertise des renseignements concernant la santé d'un proche. Il est bien évident que pour avoir le retentissement d'un accident ou d'une agression, il faut connaître la biographie du blessé ou de l'agressé. Mais que la personne vous dise, voilà, j'ai fait une dépression quand j'avais 16 ans, ou maintenant, parce que mon père a le sida, ou parce que ma mère s'est suicidée, je pense qu'on peut dire les choses différemment dans un rapport. On peut dire qu'il a eu des difficultés quand il était jeune en raison de problèmes de santé familiaux. C'est un petit peu différent. Et je ne suis pas sûre que la personne mise en cause soit contente de trouver dans un rapport d'expertise qu'elle a le sida ou que, bon, si elle s'est suicidée ou a fait une tentative de suicide et qu'elle a survécu, qu'elle aime que les tiers apprennent ça par l'intermédiaire d'un rapport d'expertise concernant, je ne sais pas, son enfant ou son voisin qui a été agressé. Voilà ma question. Ça rejoint d'ailleurs une question qui est posée dans le tri que nous avons à faire concernant la somme des informations récoltées. La difficulté est dans ce qu'il faut dire ou ne pas dire. La difficulté réside justement dans l'estimation qui nous incombe de dire à propos de la gravité ou pas du trouble mental ou de la dangerosité, dire ou ne pas dire. On évoque aussi les questions de tact dont vous parliez tout à l'heure, docteur. Alors, je crois qu'il y a quand même une négociation inévitable pendant les opérations d'expertise. C'est-à-dire il est très fréquent que nos interlocuteurs disent « Mais ça, docteur, est-ce que vous allez l'écrire ?» C'est assez fréquent. Donc quand même, je crois qu'on a un devoir d'honnêteté, de dire nous sommes déliés du secret, nous devons cependant tenter... Attention, si vous allez me dire quelque chose de délicat, je serai prisonnier parce que si j'estime que c'est important, en conscience, je devrais en parler. Bon, alors, dire elle a été marquée par le suicide de son père n'est rien si on ne dit pas ce d'autant qu'il est décédé de suicide et que c'est elle qui a trouvé le corps, ce qui a causé pendant 6 mois des cauchemars récurrents. Enfin, on est absolument tenu de le faire. Ça fait partie de l'histoire. C'est ce qui fait que chaque histoire est singulière. Donc dire elle a perdu son père à l'âge de 16 ans n'est rien. S'il s'est jeté de la fenêtre, s'il est mort après 10 ans d'agonie grabataire au domicile familial, c'est évidemment un retentissement très très différent. Donc c'est tout le problème qu'on retrouve en pénal et au civil sur les limites de notre secret dans un rapport d'expertise, parce que ce qui fait une personne et ce qui fait sa vulnérabilité est parfois très éloigné en apparence de ce qui suscite l'expertise elle-même. Est-ce qu'on peut dire, est-ce utile, est-ce en relation avec les faits ? Est-ce que c'est une question qui peut permettre de résoudre le dilemme auquel est confronté cette expression ? En relation avec les faits, bien sûr non, si elle a été victime d'un accident voilà. de la route. Voilà. En revanche, c'est bien la question qu'il faut. En revanche, si ça vient réactiver un passé de carence, de traumatisme, de dépression, et qu'elle se retrouve à la case départ d'il y a 20 ans, évidemment, on ne peut pas le dire sans le décrire. Tout à fait. Vous souhaitiez intervenir ? Je voudrais compléter ma question, s'il vous plaît. Est-ce que le tiers dont on a signalé une pathologie peut attaquer le médecin pour avoir expliqué, pour avoir dénoncé cette pathologie alors qu'il n'intervient en rien dans cette affaire ? Imaginons que j'ai le sida ou une maladie grave ou autre, que ma fille a un accident de la route, elle est perturbée à cause de l'accident de la route, je n'ai pas forcément envie que les gens sachent que j'ai le sida ou une maladie grave. Est-ce que je peux attaquer le médecin ? Et est-ce que ça s'est trouvé en jurisprudence si quelqu'un le sait ? C'était ça, en fait, l'esprit de ma question. Poser la question à un juriste. Non, vraiment, là, je pense que j'ai beaucoup de mal à répondre parce que je crois que c'est une question purement juridique. J'imagine que on peut toujours attaquer.
Et le médecin devrait pouvoir, mais là je parle, j'espère, sous le contrôle de juristes, le médecin devrait pouvoir en conscience expliquer pourquoi il a cru nécessaire d'exploiter cet élément dans la rédaction de son rapport. S'il dit que le sida de sa mère devient, la séropositivité de sa mère devient chez la patiente une obsession hypocondriaque qui la limite jusque dans sa propre sexualité, etc., etc. Bref, il explique qu'il y a un retentissement entre cet élément biographique et la pathologie hypocondriaque ou dépressive. Je crois que le médecin pourra se justifier. Si en revanche, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, qui n'est pas exploité et qui est une donnée factuelle pouvant porter préjudice, j'imagine que le médecin sera plus embarrassé. Mais il y a un juriste qui veut répondre peut-être. Non. Madame. Je voulais juste intervenir par analogie, oui, parce que vous avez parlé de biographie tout à l'heure, qui est décrite par le patient. Vous avez parlé d'adéquation avec le but de votre rapport. En fait, dans mon métier, c'est vrai que nous sommes souvent dans la confidence, je l'exprimerai tout à l'heure, et c'est vrai que souvent, c'est pas la majorité du temps, mais ça arrive fréquemment, nous avons des confidences d'ordre médical, peut-être pas psychiatrique, au sens propre du terme, mais médicales qui nous sont faites, soit par les salariés eux-mêmes, donc qui souffrent d'une pathologie, ou un proche, soit par les responsables hiérarchiques. Donc ça pose tout problème, effectivement, des professions réglementées ou non réglementées pour être dépositaires de ce type d'informations. Et effectivement, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais les limites qu'il faut se fixer à soi-même dans la plupart des cas. Et c'est assez difficile. Donc parfois, j'envie... C'est vrai, les professions réglementées, j'en ai exercé une pendant 10 ans et c'est vrai que j'ai gardé des réflexes de cette profession-là, une culture et une éthique professionnelle. Néanmoins, c'est vrai que sur le terrain, dans l'entreprise, c'est quand même extrêmement difficile bien finalement de faire la part des choses. Et effectivement, les informations médicales, c'est un vrai sujet dans l'entreprise également. Oui. Alors on voit bien que le médico-social, on va évoluer vers le médico-social vraiment. Le médico-social, c'est aussi la protection des personnes, la protection des mineurs. Alors, Madame. Oui, en matière de moi, je vais parler des majeurs protégés. Oui. En matière de mesures de protection juridique. Et là, bien sûr, on a besoin, et toute la mesure part de l'expertise du médecin psychiatre. D'où l'importance de cette expertise, qui n'est pas obligatoirement psychiatre au moment de l'expertise, puisque d'autres médecins peuvent également faire ce genre d'expertise. Et pour la remettre, cette expertise est remise au juge, et c'est à partir du compte-rendu du médecin que la mesure va être prise. D'où l'importance de l'écrit du médecin par rapport à la mesure qui est-elle nécessaire, pas nécessaire. Est-ce que la personne doit conserver son droit de vote? Est-ce qu'elle ne doit pas conserver son droit de vote? Toutes ces questions doivent être évoquées dans le certificat médical qui est déposé à l'appui de la demande. D'où le sujet est poignant parce que les familles veulent avoir accès à ces certificats médicaux. Bien évidemment, elles n'ont pas... C'est une pièce qui est judiciaire, qui reste dans le dossier, et elles n'ont pas accès à ces informations-là. Voilà. La protection des majeurs est une question parce que extrêmement complexe. Oui. C'est très complexe. Dans la loi de 2009, on a intégré dans la mesure de protection la personne, mais jusqu'en 2009, la personne n'était absolument pas prise en compte dans la mesure de protection. D'où des fonctionnements dans les mesures qui ne sont pas toujours bien comprises par les professionnels aussi. Alors, ce n'est pas un juge qui demande la protection, lorsque la mesure de protection n'est pas demandée par un juge, mais par les proches eux-mêmes, que doit faire l'expert qu'ils viennent nous consulter? C'est eux qui s'inquiètent de la vulnérabilité d'une mère qui s'est fait vendre une Ferrari par un vendeur peu scrupuleux. Ils ont constaté des dépenses inconsidérées, des découverts, etc. Ils viennent solliciter une protection. Donc l'expert ne doit adresser qu'au juge le rapport d'expertise. Alors de la protection des majeurs incapables à la protection des mineurs, il y a un pas, bien sûr, à ne pas toujours franchir, évidemment. Mais la protection des mineurs...
Exactement. Au moins juridiquement. Juridiquement, ils font partie des gens incapables. Donc je vais revenir juste sur une toute petite chose, un arrêt de la Cour de cassation qui date quand même d'il y a très très longtemps, puisqu'il date de mai 1947, qui disait, c'est l'arrêt de Grève, qui disait que le secret pour le médecin est une obligation absolue, générale, dont personne ne peut la franchir, même pas le patient. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est ancien, mais qui montre que l'évolution qu'il y a par rapport à ce secret. Or, en ce qui concerne la divulgation de ce secret, il y a des divulgations qui sont imposées, d'autres qui sont simplement autorisées. Et en ce qui concerne le mineur, lorsque le mineur est en danger, il y a quelque chose, si on estime, en tant que psychologue par exemple, si on voit un mineur et si on estime qu'il est en danger, il y a là une obligation de signalement auprès de ce qu'on appelle la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes, ce qui va ouvrir, si vous voulez, la notion de secret partagé, puisque ce secret que nous avons, il y a une obligation ensuite, enfin, ce secret va être partagé. Mais si nous voyons qu'il y a un mineur qui est en danger et que nous ne faisons pas cette démarche, ce signalement, là, on peut effectivement nous dire qu'il y a non-assistance de personnes en danger. Donc, dans ce cas, il n'y a pas violation du secret professionnel, mais il faut faire très attention parce que le psychologue ne doit dénoncer que des faits. Il ne doit pas dénoncer l'auteur allégué par la personne. Donc là, et nous avons des fiches, par exemple, des modèles, des choses comme ça, pour faire très très attention, parce que sinon, après, on peut effectivement nous reprocher ce que nous aurons écrit. On se pose des limites, très clairement. Donc, on se pose des limites. Il y a une obligation, mais avec des limites. Mais dans le code de déontologie médicale, les abus sexuels sur mineurs, par exemple, parce que je pense que tout le monde pense à ça, sont une possibilité de dérogation au secret, pas une obligation. Il y a eu trop de signalements qu'on appelait signalement parapluie, c'est-à-dire essentiellement pour protéger le professionnel et pas pour protéger un enfant, qui ont été mis en œuvre par des parents manipulateurs. Ça, c'était une mode qui est dépassée un petit peu aujourd'hui, mais entre le début des années 90 et le milieu des années 2000. Et effectivement, des médecins ont été condamnés pour avoir été un peu prompts à s'affoler et à avoir agi, attesté, certifié sur la foi de très peu de choses, puisque bien sûr, on ne dénonce pas des faits, mais des paroles, des changements du comportement qu'on interprète. Et ce ne sont évidemment pas des faits. Donc celui qui signalait un peu trop lestement, en réalité par pusillanimité, pas du tout par désir de protéger un enfant, a pu se voir sanctionné par l'ordre des médecins. Et je rappelle toujours à mes confrères que c'est une possibilité que nous avons en conscience de déroger au secret. Ce n'est pas une obligation. Alors d'ailleurs, sur cette question, je crois qu'on en terminera sur ce sujet. La notion de secret partagé est essentielle dans ce domaine de la protection des mineurs. La collaboration du médecin qui peut recueillir les confidences d'une adolescente qui a été victime d'un viol, mais aussi son professeur, un de ses enseignants, un de ses parents, un membre de sa famille, une camarade d'école. Il y a des cas tout à fait poignants qui sont cités dans la revue et qui vraiment interpellent nos consciences. Jusqu'où toutes ces personnes dépositaires d'un secret par profession ou par fonction, à ce moment-là, ont-elles encore une quelconque légitimité à limiter la communication de cette information dans la sphère juridique de leur propre secret? Il s'agit de protéger le bénéficiaire. Jusqu'où ces personnes n'ont-elles pas un devoir de communiquer, n'ont-elles pas un devoir de partager? Quitte d'ailleurs, c'est une notion extrêmement intéressante sur le plan juridique. J'espère que les magistrats présents dans la salle ne nous en voudront pas d'évoquer cette question. C'est vraiment la philosophie d'une forme de désobéissance à la loi, au sens où l'entend Taureau, dans l'intérêt du bénéficiaire. Il s'agit de protéger la personne et non pas de protéger le dépositaire. Jusqu'où n'a-t-on pas le devoir de partager à ce moment-là? Madame Sédil. Je pense que là, en ce qui concerne le mineur et le mineur en danger, il y a quand même la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance en danger. Je crois qu'il faut se référer. La loi là est précise, elle est très très détaillée. Je pense qu'il faut se référer à... J'entends bien, la loi est précise, mais toutes les professions n'ont pas, et ça n'est pas un reproche, une culture juridique ou une formation juridique qui leur donne une capacité d'appréciation à la limite. Et au surplus,
certaines professions qui vont concourir à la communication ou à la détention de cette information ne sont pas nécessairement, par profession, tenues au secret. Certes, elles vont entrer dans les dispositions de l'article 226-13 du Code pénal, parce que par fonction. Mais je pense que ça n'est pas aussi simple, si vous me permettez l'expression. Et puis de surcroît, l'enfant sans danger, Geneviève, l'enfant est parfois en danger de justice. Parce que lorsqu'on signale ou lorsqu'on rédige une attestation, au fond pour se protéger, l'attestation parapluie, sur la base de choses que nous n'avons pas constatées, mais qui nous sont rapportées, qu'est-ce qu'on fait ? Je parle presque à l'imparfait, je vous assure, tellement cette forme cette flambée de folie dans les années 2000 est derrière nous, heureusement. Mais que faisait un médecin qui recevait une mère inquiète, qui disait « Écoutez, moi je suis terrorisé, voilà ce que ma fille de 3 ans m'a dit hier soir en rentrant de chez son père, et imaginez-vous qu'elle doit y retourner 15 jours là, pour les vacances. Je peux pas, aidez-moi, au secours ». Bon, le médecin ne constate rien, l'enfant ne confirme pas. Est-ce qu'il s'agit d'une enfant en danger ou pas ? Et là, je dis parfois en danger de justice, parce que les investigations sont parfois tellement traumatisantes, tellement lourdes sur la base de fantasmes, qu'il est normal qu'on demande au médecin qui va déroger au secret de faire preuve de discernement et d'avoir un sens des responsabilités. Mais la question de savoir, pas seulement aux médecins, parce que l'enseignant qui dispose de la même information n'a-t-il pas le devoir de s'interroger si le médecin n'a pas obtenu une information qui permettrait de traiter... Vous voulez intervenir, madame, sur ce sujet ? Oui, alors, moi je ne suis pas enseignante, mais effectivement, là on parle des mineurs, je dirais que les salariés dans l'entreprise, ils sont placés sous l'autorité de leur employeur. Donc on peut les assimiler à une personne subordonnée, qui soit mineure. C'est vrai que dans l'exercice de mon métier, je suis confrontée au quotidien donc à un partage. Je ne parle pas de secret en permanence, mais de confidence, que ce soit au niveau de la phase du recrutement, bien sûr, où on relate un tas de choses et il y a des candidats qui sont assez prolixes parfois. Comme ils ont une écoute attentive, à peut-être déborder du cadre. Donc on recueille un certain nombre d'informations dont on est dépositaire et qu'il va falloir trier et exploiter. J'expliquerai peut-être tout à l'heure. En ce qui concerne donc les salariés qui vous font part de difficultés psychologiques ou de pathologies, cela nous arrive également. Donc on doit, à la manière peut-être de l'enseignant qui a connaissance pour un élève de difficultés, on doit se poser la question de savoir si on va faire intervenir le médecin du travail ou pas. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est une décision qu'on prend souvent dans la solitude de l'exercice de ce métier de DRH, donc d'accompagnement des ressources humaines, sachant que la difficulté additionnelle dans mon métier, c'est que c'est une relation tripartite, ne l'oublions pas, entre l'employeur, le salarié et moi-même. Voilà. Donc c'est souvent délicat. Mais il m'est arrivé effectivement de consulter, de demander à ce que le médecin du travail intervienne. Mais là, c'est vraiment une décision qui m'était propre et devant laquelle souvent l'employeur a été mis devant le fait accompli, mais il me semblait nécessaire de le faire. Mais c'est un pouvoir d'appréciation très subjectif. Très subjectif. Alors, comme le disait dans un colloque récent Jean-François Chaud, le colloque à l'Université de Rouen, si mes souvenirs sont exacts, la solitude, c'est aussi la grandeur. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la conscience du professionnel doit peut-être prendre le pas sur ses obligations juridiques. C'est sans doute ce que tu veux dire, Jean-François ? Non. Alors, dis ce que tu veux dire. En revanche, je terminerai par ça. Effectivement. Non, ce que je voulais dire, c'est que... C'est pourtant ce que tu écrivais. Hein. Oui, je l'ai écrit, je m'assume. Voilà. Ce qu'a dit M. Bensoussan est très important. Et il faut que... Là, je prends ma casquette de conseiller ordinal. C'est aussi chirurgien orthopédiste, c'est ça ? Là, c'est plutôt comme conseiller général, enfin, en chambre disciplinaire. C'est quelque chose qui est régulièrement amené devant le Conseil de l'ordre et régulièrement sanctionné. Je rappelle aux médecins qui sont présents que la sémantique est claire. Je certifie que, et vous ne pouvez certifier que ce dont vous êtes certain, c'est-à-dire ce que vous avez vu. Donc, on m'a dit que, je dis et je signale, boum, sanction immédiate. C'est interdit, c'est antidéontologique, et je vais même plus loin. Quand on signale, c'est valable pour un enseignant, c'est valable bien évidemment pour les médecins, les gens que je connais par mon expérience. Quand on signale,
on n'est pas protégé. C'est une erreur de se croire protégé. Un mauvais signalement peut entraîner sa responsabilité. Bien sûr. Et ça va du reste dans le sens de votre question, madame, parce qu'on peut penser la même chose pour un rapport. Lorsque l'on se trompe dans un signalement, eh bien, on engage sa responsabilité. Et si un expert diffusait ces informations ailleurs qu'à ses mandants, si j'ai bien compris ce que vous disiez, à ce moment-là, c'est sa responsabilité qui est en cause. Mais en revanche, s'il ne s'adresse qu'à son mandant, effectivement, sa responsabilité ne sera pas en cause. Mais celle des autres pourront l'être. Celle des autres pourront l'être. Alors, ceci étant, je rebondis sur la passerelle que tu m'as offerte. Oui, c'est quand même la grandeur du médecin ou de l'expert de prendre sa décision en conscience et d'agir en conscience. Quand on signale des syndromes d'enfants battus et qu'on emmène des gens en prison, on se pose quand même la question. Je peux vous dire que je me la suis posée souvent. Est-ce que c'est un syndrome d'une maladie qui entraîne des fractures, ou est-ce que c'est les parents qui sont responsables, voire les grands-parents, ce qui m'est aussi arrivé? Il faut vraiment se poser. Donc c'est ça la conscience dont je parlais, c'est celle-là. Je ne monopoliserai pas. Mais écoutez, ce sera la conclusion de nos deux tableaux avant une courte pause afin de changer d'environnement, puisque nous parlerons ensuite des secrets liés à la société. Il me revient en mémoire un film remarquable sur ce sujet qui s'appelait Les risques du métier, dont l'acteur principal était Jacques Brel, si mes souvenirs sont exacts. Et je crois qu'il suffira que l'on pense à ce film pour avoir la conviction qu'il n'existe pas de certitude dans ce domaine. À tout de suite.